Bonjour à tous, bienvenue sur Révolution Influence, la collaboration née entre le podcast Révolution Influence et le magazine Influence. Pour les présentations, je suis Karine, la fondatrice de Révolution Influence, le premier podcast dédié au marketing d'influence. J'ai lancé cette émission en septembre 2018 dans le cadre de mon agence de relations médias, Papagayo Communication. Bonjour à tous, je suis Soraya, la fondatrice du magazine Influence. Avec Karine, nous partirons à la rencontre des acteurs de l'influence digitale qui viendront se livrer, raconter et dévoiler en totale transparence les facettes de leur métier, avec bien souvent, vous le verrez, des révélations étonnantes et exclusives. Les influenceurs, ces vedettes des réseaux sociaux. J'ai 30 ans et je suis chef d'entreprise et influenceuse. 630 millions de vues. Ils font les beaux jours sur la toile. Bienvenue chez YouTube. Welcome to YouTube. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Mathilde Jaïs, qui est directrice des opérations de croissance France, Europe du Sud et Benelux de Pinterest. Et à travers cet épisode inédit, Mathilde va nous expliquer comment Pinterest a pour but d'inspirer ses utilisateurs pour les aider à réaliser leurs projets dans la vraie vie. Comme vous le savez, Pinterest est un moteur de découverte visuelle. Alors comment on développe son compte ? Quels sont les KPIs pour un influenceur et une entreprise sur cette plateforme ? Comment une entreprise peut augmenter sa visibilité et vendre plus de produits. Mathilde va tout nous expliquer sur le développement de Pinterest et notamment les dispositifs existants. Pour suivre nos prochaines actualités, nous vous invitons à rejoindre les comptes d'Influence Magazine et le compte de l'agence Papagayo Communication sur Instagram. Nous vous souhaitons une très bonne écoute et on vous dit à très vite pour un prochain épisode. Merci Mathilde de nous recevoir dans les locaux de Pinterest. Avant de débuter notre entretien, est-ce que vous pourriez expliquer aux auditeurs quelle est votre fonction au sein du réseau Pinterest et également expliquer ce qu'est Pinterest peut-être aux auditeurs qui ne connaîtraient peut-être pas. Oui, bonjour. Moi c'est Mathilde Jaïs. Chez Pinterest, je suis à la tête de l'équipe Growth Operations pour la France, l'Europe du Sud et le Benelux. Et donc le rôle de notre équipe, c'est avant tout de s'occuper de la croissance organique, à la fois côté utilisateur et côté créateur de contenu, puisque les créateurs de contenu sont essentiels à la plateforme Pinterest. Et pour présenter du coup Pinterest se définit comme un moteur de découverte visuelle. Et donc tous les mois, il y a plus de 300 millions d'utilisateurs dans le monde qui viennent sur Pinterest pour découvrir à travers l'image, à travers la vidéo et donc le visuel, de nouvelles inspirations dans des domaines aussi variés que la cuisine, la déco, le voyage, la mode, la beauté ou encore le do-it-yourself. Donc Pinterest, on le sait, ne se définit pas comme un réseau social comme Facebook ou Instagram. Alors du coup, tu as utilisé une expression que je ne prendrai pas le risque de répéter. Comment va-t-on définir Pinterest si on ne le définit pas comme un réseau social ? Ouais, donc effectivement, comme tu viens de le dire, Pinterest n'est pas un réseau social et on se définit comme un moteur de découverte visuelle. Donc les utilisateurs, quand ils se rendent sur Pinterest, ils viennent avec un projet et ils sont à la recherche d'inspiration. Et ces inspirations, ils vont pouvoir les trouver sur Pinterest à travers justement le visuel, donc que ce soit l'image ou la vidéo. Donc c'est pour ça qu'on parle d'un moteur de découverte visuelle. Et ensuite, pour répondre à ta question par rapport aux réseaux sociaux, pourquoi on n'est pas un réseau social ? D'une part, parce que Pinterest, c'est une plateforme sur laquelle on vient d'abord pour soi, pour ses intérêts. Donc on ne vient pas sur Pinterest pour aller voir ce que font ses amis ou pour voir ce que font certaines célébrités. On y vient vraiment pour soi et pour s'inspirer. Et ensuite, il y a une temporalité aussi qui est différente sur Pinterest, puisque, comme je viens de le dire, on y vient avec un projet. Donc on vient pour savoir ce que l'on va faire et pas pour dire ce que l'on a fait ou ce que l'on est en train de faire. Et donc cette notion de projet, elle est évidemment très importante sur Pinterest et ça va être tout type de projet. Donc moi je vais venir sur Pinterest pour des projets du quotidien, comme par exemple trouver une recette de cuisine à tester ce soir pour le dîner. Et puis ça peut être aussi des projets plus saisonniers, trouver une idée de déco de table pour Noël et bien sûr des projets de vie. Donc aller sur Pinterest, trouver des inspirations pour l'arrivée par exemple d'un bébé dans la famille.
Du coup, Pinterest, c'est vraiment le réseau du turfu, on pourrait dire. Ça, c'est la première chose. Il y a un mot qui revient souvent dans ton discours, c'est le mot projet. Est-ce que dans un avenir, dans un turfu lointain, par exemple, Pinterest pourrait devenir un gestionnaire de projet à la Trello, un espèce de Trello très simplifié pour les gens qui veulent avoir un suivi de leur projet? Alors ça, je peux pas me prononcer exactement là-dessus. Je pense pas qu'on a vocation à devenir une plateforme comme Trello, mais effectivement, beaucoup de nos utilisateurs nous disent que Pinterest, c'est une plateforme qui est extrêmement utilitaire. Ils peuvent organiser leurs différents projets très facilement, puisque lorsqu'on trouve une idée sur Pinterest, ce qu'on appelle une épingle, on va pouvoir l'enregistrer dans un tableau. Et donc ces différents tableaux, ça peut être par exemple projet do-it-yourself à faire avec les enfants. Ça peut être recettes de cuisine à tester. Tout ça, ça va permettre à nos utilisateurs, grâce à Pinterest, d'organiser un petit peu leur vie. Et ça, c'est la mission qui est au cœur, enfin la mission de Pinterest, c'est justement d'aider nos utilisateurs à trouver l'inspiration pour créer la vie qui leur plaît. Et je pense que ça, c'est assez... Dans l'air du temps. Tout à fait. Et c'est assez important, et je pense une différence assez forte de Pinterest, c'est qu'on n'a pas juste envie que nos utilisateurs trouvent l'inspiration, on veut aussi qu'ils puissent passer à l'action. Donc à un moment donné, ils posent leur smartphone, et puis cette recette de cuisine qu'ils sont trouvées sur Pinterest ou ces idées de voyage qu'ils ont pu trouver aussi sur Pinterest, ils aillent les réaliser dans la vraie vie. Et Mathilde, tu disais du coup Pinterest c'est 300 millions d'utilisateurs. Tu parles beaucoup de l'utilisation justement de ces personnes avec les projets, le fait d'organiser leur vie aussi avec Pinterest. Mais aujourd'hui, quelle est la cible de Pinterest? Quel est l'âge moyen des utilisateurs? Est-ce que c'est plus des femmes, des hommes? Est-ce que ça va être des cibles un peu plus business ou plutôt famille justement? Alors pour revenir sur juste le chiffre des 300 millions d'utilisateurs dans le monde, je tiens à préciser que c'est un chiffre qui est en constante augmentation. Il y a encore moins d'un an, on était 250 millions d'utilisateurs dans le monde. Là, on est à plus de 300 millions. Et le gros de cette croissance se fait à l'international. D'accord. Donc l'Europe, l'Asie, l'Amérique latine sont aujourd'hui des gros moteurs de croissance de Pinterest. Et est-ce qu'on a un chiffre sur la France? Et sur la France, on a un chiffre tout à fait. Donc aujourd'hui en France, il y a plus de 13 millions de visiteurs mensuels uniques sur la plateforme. Et ça, ce sont des chiffres de Médiamétrie. Et pour répondre à ta question par rapport à la répartition par genre sur Pinterest, donc c'est vrai que historiquement, ça a été une plateforme qui était très féminine, mais c'est quelque chose qui est en train d'évoluer. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'hommes qui viennent sur Pinterest, qui s'inscrivent et qui sont des utilisateurs actifs. Donc aujourd'hui, on compte près de 30% de nos utilisateurs qui sont des hommes. Donc on n'est pas encore à parité, mais c'est clairement un rééquilibrage qu'on observe sur la plateforme. Et ensuite, en termes d'âge, pour toujours répondre à ta question, les millennials constituent une très grosse part de nos utilisateurs. Mais ensuite, on va avoir une répartition quand même très bien équilibrée, j'ai envie de dire, sur les différentes tranches d'âge. Donc, il va y avoir de la Gen Z, il va y avoir des millennials, il va y avoir aussi des générations plus âgées sur la plateforme. Et on n'a pas de cible particulière. C'est une plateforme qui est ouverte à tout le monde parce que chacun peut y trouver finalement son compte. Ce qu'il aime. Et quels sont les secteurs un peu de prédilection? On sait que c'était de la déco, le lifestyle, mais est-ce que ça commence à s'ouvrir sur d'autres domaines, d'autres secteurs, peut-être un peu plus business également? Alors aujourd'hui, les principales catégories les plus populaires sur Pinterest, effectivement, ça va être la déco, la cuisine, la mode, la beauté, qui sont de fortes catégories en très forte croissance, les voyages, le do-it-yourself vont être vraiment les grosses catégories. On va aussi effectivement trouver des catégories plus business, comme tu le dis. C'est vrai que Pinterest est une plateforme qui est très utilisée par les professionnels, notamment les créatifs ou les personnes en agence. Dès qu'on développe un projet en définitive et qu'on a besoin d'inspiration, tout à fait. Voilà, donc lorsqu'on s'amuse à parler avec certaines marques de luxe ou de beauté, elles nous expliquent que pour le développement produit, elles utilisent tout le temps Pinterest pour créer leur mood board. Après, les très grosses catégories sont celles que je t'ai citées et sont les utilisateurs avant tout, on va dire B2C, qui drivent les plus gros usages sur la plateforme. Et ces catégories que j'ai citées, ce sont des catégories qui sont populaires
à travers nos différents pays, on va retrouver ces mêmes grosses catégories. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ça va pas forcément être le même contenu qui va être consommé selon les pays. Donc, pour prendre un exemple, en Allemagne, par exemple, l'avocat, c'est le légume préféré des utilisateurs allemands, alors que la courgette en France, visiblement, et tout à fait, c'est le légume le plus recherché sur la plateforme. C'est énorme, la courgette. Je n'aurais pas cru à ça. Ah ben j'aurais pas parlé là-dessus non plus. J'adore ça, mais bon, cela dit, c'est pas non plus le truc le plus glamour de la planète en cuisine. Et tout à l'heure, tu as dit quelque chose qui m'a interpellée. Tu as dit aujourd'hui, nos utilisateurs ne vont pas forcément consommer de la célébrité, entre guillemets, vont pas forcément suivre des célébrités. Et on remarque que Pinterest, en fait, beaucoup de gens vont suivre des marques, justement, parce que c'est des marques qui vont les inspirer. Comment ça, vous l'identifiez et qu'est-ce que vous en concluez, vous aussi, par rapport à ça ? Que les marques en fait sont très suivies sur Pinterest? Alors, je pense que ce qui est important à bien avoir en tête, c'est que sur Pinterest, nos utilisateurs, je l'ai déjà dit auparavant, mais ils viennent en recherche d'inspiration et d'idées. Donc, ce qui va les intéresser avant toute chose, c'est le contenu, plus que la personne ou la marque qui a créé ce contenu. Vous êtes sur votre flux d'actualité, vous voyez des vidéos, des images, et va y avoir quelque chose qui va attirer l'attention. C'est avant tout le contenu et pas la personne qui a forcément créé ce contenu. Après, les créateurs de contenu, que ce soit les marques, les médias ou les influenceurs, sont essentiels à la plateforme. 75% du contenu sur Pinterest, c'est du contenu professionnel, c'est-à-dire du contenu qui vient de ces marques, de ces médias et de ces créateurs de contenu individuels, qu'on les appelle blogueurs, influenceurs ou créateurs de contenu. Nous, on parle plutôt de créateurs de contenu chez Pinterest parce que justement, c'est le contenu qui est au cœur de la plateforme. Finalement, comme on vient pour soi sur Pinterest, la communauté, on a l'impression que c'est secondaire, et c'est en ça peut-être aussi que c'est un moteur de recherche plus qu'un réseau social. C'est intéressant d'avoir une communauté, mais on vient pas pour ça sur Pinterest. À titre de comparaison, c'est vrai qu'on aime bien avoir des likes, même s'ils ont disparu, on aime bien avoir une jolie communauté sur Instagram. Sur Pinterest, on recherche vraiment plus la réalisation de nos projets, voire même de soi. Oui, non, mais on a toujours, on rencontre très souvent des utilisateurs, et donc à chaque fois, ils nous racontent comment ils utilisent la plateforme, et chaque usage de la plateforme est vraiment unique, même s'il va y avoir toujours ce dénominateur commun qui est la recherche d'inspiration. Et je pense, juste pour revenir à ce que tu disais par rapport au fait qu'on ne vient pas pour construire nécessairement une communauté, je pense qu'il faut faire une distinction quand même entre les utilisateurs et les créateurs de contenu. Les créateurs de contenu sur Pinterest viennent quand même pour être découverts. Donc ils ne sont pas forcément dans une logique d'abonnés, mais par contre il y a un métrique qu'ils vont suivre avec intention, c'est celui de visiteurs mensuels uniques. Oui, bien sûr. Et ce métrique en fait permet de mesurer le nombre d'impressions qu'un créateur de contenu a eu au cours des 30 derniers jours sur Pinterest. Est-ce que cette data est utilisable par exemple dans un entretien d'embauche? Parce que non, mais finalement en fait, cet usage, c'est un peu l'usage Behance portfolio de Pinterest. Est-ce que ça se fait aujourd'hui? Est-ce qu'on peut être DA et arriver et dire j'ai tant d'impressions, de milliers de visiteurs uniques ou d'impressions sur mon Pinterest? Oui, tout à fait. Je pense que, c'est pas forcément, je sais pas si tous les DA parlent de leur nombre de visiteurs mensuels uniques sur Pinterest quand ils se présentent à un entretien d'embauche, mais ils pourraient tout à fait, parce que c'est une façon de montrer son univers, de montrer effectivement sa patte créative, et donc effectivement et aussi comment c'est reçu par les utilisateurs sur Pinterest. C'est comme les Instagrammeurs et YouTubeurs avec leur nombre de views ou d'abonnés en fait. Donc c'est une data pour eux très importante et qui permet de montrer leur travail. Là où c'est intéressant, je pense, c'est que Pinterest et en cela est vraiment différent d'autres plateformes. Ce concept d'abonnés est présent sur la plateforme, il existe, mais il est moins important parce que le reach d'un créateur de contenu sur Pinterest va bien au-delà de son nombre d'abonnés. Je vais prendre un exemple très concret. Il y a une créatrice de contenu qui s'appelle C by Clémence qui a aujourd'hui près de 1,5 million de visiteurs mensuels uniques sur Pinterest. Ça veut dire peut-être. Ça veut dire que si tu nous écoutes. Donc ça veut dire que sur les 30 derniers jours, il y a 1,5 million d'utilisateurs sur Pinterest qui ont interagi avec son contenu. Aujourd'hui, elle a 1,5 million de visiteurs mensuels uniques, elle a que 2000 abonnés.
Donc son reach va bien Bien au-delà. au-delà de son nombre d'abonnés. Mais c'est super intéressant à connaître justement de savoir ça sur la plateforme. Et aujourd'hui, du coup, on parlait de tout ce qui était aspect communauté, du nombre d'impressions. Mais par rapport aux marques, du coup, vous êtes un réseau d'inspiration, mais vous déclenchez aussi des actes d'achat pour les marques. Vous faites aussi des collaborations grâce à différentes fonctionnalités de Pinterest, notamment la fonction appelée PinCode. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les fonctionnalités pour les marques et pour les aider dans le processus d'acte d'achat, peut-être des Dans consommateurs? l'expérience client, consommateur. Ouais. Je pense que effectivement, aujourd'hui, on développe de plus en plus de fonctionnalités pour les marques, pour les aider, notamment sur la partie shopping. Ça, c'est en lien avec l'état d'esprit très unique des utilisateurs sur Pinterest, qui sont à la fois en recherche d'inspiration, mais aussi ont une très forte intention. Comme je disais, on vient sur Pinterest avec un projet, et cette intention peut, dans de nombreux cas, être en fait une volonté d'achat. Et souvent, les utilisateurs, quand ils viennent sur Pinterest, ils vont avoir des envies d'achat, mais ils ne sont pas encore très clairs sur exactement ce qu'ils vont acheter. Pour vous donner un exemple, à un moment donné, moi, mon obsession, c'était de m'acheter une commode vintage pour mon meuble de salle de bain. Donc je ne savais pas encore à quoi exactement elle allait ressembler, ni où j'allais l'acheter. Je suis allée sur Pinterest, j'ai fait mes petites recherches visuelles, j'ai affiné mes choix, et puis j'ai fini par tomber sur l'épingle produit parfaite, qui était une épingle de Celency. Et du coup, derrière, j'ai cliqué et j'ai pu acheter cette commode sur Celency. Donc là, typiquement, j'ai fait l'expérience parfaite du shopping sur Pinterest, qui est une expérience de shopping que je dirais raisonnée. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur du shopping impulsif. Je savais ce que je voulais, je ne savais pas encore ce que c'était exactement. Et j'ai pu le trouver grâce à Pinterest. Donc nous, notre objectif chez Pinterest, c'est effectivement d'aider le plus d'utilisateurs possible à passer de l'inspiration à l'action, comme je viens de le décrire. Ça, c'est le cas idéal. Et donc pour ça, on a développé de nouvelles fonctionnalités. Donc les épingles produits que je viens de mentionner. Donc ces épingles produits, elles permettent aux utilisateurs d'avoir l'information du prix et aussi de la disponibilité en stock d'un produit. Donc c'est des informations supplémentaires qui vont permettre à un utilisateur de se dire ok, c'est bon, là je clique et je vais aller sur le site du e-commerçant parce que je pense que j'ai envie d'acheter ce produit. Et comment c'est reçu par les e-commerçants, Très positivement, forcément, parce que ça leur permet de générer du trafic très qualifié sur leur site. Donc aujourd'hui, on a plusieurs marques partenaires qui ont importé leur catalogue produit sur la plateforme. En l'occurrence, il y a Mano Mano, Leroy Merlin, Maison du Monde, qui ont créé des centaines de milliers d'épingles produits qui aujourd'hui leur génèrent un nombre très conséquent de clics très qualifiés vers leur plateforme. D'accord. Et ça, est-ce que vous avez des chiffres, non un peu concrètement? J'allais justement dire. Après, on arrête avec les chiffres, Mathilde, promis. Mais s'il y a... alors, déjà, 2 questions par rapport aux chiffres. Tu as évoqué médiamétrie. Oui. Très intéressant ça, puisqu'on en a parlé récemment sur Influence avec YouTube, qui a certifié ces chiffres justement. C'est depuis quand chez vous médiamétrie vous savez ça? C'est depuis la rentrée. Hein. Oui, je pense que c'est récent pour Médiamétrie de travailler avec les plateformes sociales, donc c'est important de le préciser à mon sens. Le deuxième point, c'est est-ce qu'on pourrait avoir, je sais pas, 2-3 chiffres clés pour l'année 2019, si on devait en retenir que 3? Si on devait en retenir que 3, je dirais 300 millions d'utilisateurs dans le monde et un chiffre qui ne cesse de progresser. Le dernier chiffre médiamétrique que j'ai cité, c'est 13 millions de visiteurs mensuels uniques sur la plateforme, ce qui fait quand même de Pinterest un acteur majeur dans le marché français. Et puis, je citerai un chiffre, là, pour le coup, qui est plus anecdotique, mais je pense, pour vraiment mettre en avant l'une des spécificités de Pinterest, c'est un créateur de contenu qui s'appelle Kevin MRC, c'est un blogueur voyage. Je discutais avec lui récemment, il a 800 000 visiteurs mensuels uniques sur Pinterest, et aujourd'hui, Pinterest, ça drive plus de 50% du trafic de son blog. Pinterest a vraiment une proposition de valeur totalement unique, je pense, pour les créateurs de contenu, car
entre guillemets, on offre du trafic organique et on génère du trafic vers les sites des marques, vers les blogs ou vers les comptes sociaux des créateurs de contenu très facilement parce que notre audience est en recherche d'action, donc elle n'a aucun problème à cliquer et Pinterest est une plateforme qui est très ouverte pour ça puisque chaque épingle contient une URL sortante, qu'on ne bloque pas du tout le trafic sortant. Et donc voilà, je pense que ce chiffre illustre pas mal aussi ce qu'on peut apporter aux créateurs de contenu. D'accord. Et tout à l'heure, pour revenir aussi aux différentes fonctionnalités de Pinterest, vous disiez qu'il y avait le premier que vous avez cité qui vous permettait d'aller sur des sites de e-commerce. Et quelles sont les autres fonctionnalités justement de Pinterest pour augmenter l'expérience client et développer le processus d'achat pour une marque ? Alors pour développer le processus d'achat pour une marque, je pense que j'ai cité les principales fonctionnalités. Donc ce sont les épingles produits qui est la fonctionnalité catalogue qui sont liées en fait. Pour créer une épingle produit, une marque a besoin d'importer son catalogue produit sur Pinterest. Elle peut le faire à travers la fonctionnalité catalogue. Et donc ces épingles produits sont amenées à être de plus en plus visibles sur la plateforme. Maintenant, là où on fait vraiment très attention chez Pinterest, c'est on veut qu'elle s'insère dans un parcours utilisateur et ce de façon naturelle. Donc demain, quand vous allez aller sur Pinterest et vous allez arriver sur votre flux d'actualité, vous n'allez pas soudain vous retrouver avec des photos de produits sur un fond gris clair. Ça, c'est sûr que non. En revanche, si vous commencez à faire des recherches sur une nouvelle paire de sneakers que vous avez envie de vous acheter et que vous repérez une photo et là, vous la trouvez sympa, vous zoomez sur l'image, vous faites peut-être même une recherche visuelle sur cette image. Là, en dessous, on va commencer à vous proposer des épingles produits parce qu'on a détecté que là, vous aviez peut-être switché et que vous aviez trouvé ce que vous vouliez et il fallait juste vous aider maintenant à passer à l'acte d'achat. Donc c'est vraiment ce parcours un petit peu plus, on va dire, nuancé, mais qui suit finalement le parcours d'un utilisateur sur lequel on va le plus travailler. Et ensuite, tu as évoqué les pin codes. Donc là, c'est quelque chose, je pense, qui est un petit peu différent. On est moins sur le shopping. C'est un outil qui est très efficace pour les marques pour pouvoir créer en fait des dispositifs qui allient l'offline et l'online. Alors, peut-être qu'on peut repréciser ce qu'est un PIN code. On l'a déjà évoqué tout à l'heure, mais je pense que ça serait bien de refaire un petit point sur cette fonctionnalité. Oui, alors les pin codes, c'est en fait une extension physique d'une certaine manière de Pinterest. En fait, dans l'application Pinterest, au niveau de la barre de recherche, vous allez pouvoir trouver une petite icône photo. Si vous cliquez dessus, ça va ouvrir justement l'appareil photo dans l'application Pinterest et vous allez pouvoir scanner un pin code qui va derrière vous rediriger vers un tableau spécifique dans Pinterest ou une vidéo ou n'importe quel type de contenu existant sur Pinterest. Donc en fait, ça permet à une marque ou un créateur de contenu en général de créer un pont finalement entre le offline et le online. Pour vous donner un exemple très récent, Conforama a créé des pin codes qu'ils ont insérés dans leur dernier catalogue qui a été distribué à plus de 15 millions de personnes en France. Et donc, ça permet en fait justement aux personnes qui ont reçu le catalogue de Conforama de prolonger l'expérience du catalogue et d'aller se rendre sur les tableaux de Pinterest de Conforama et de vivre une expérience digitale en plus de l'expérience physique du catalogue. En fait, oui, c'est une expérience, on va dire, figitale. Pendant un moment, c'était un mot qu'on utilisait beaucoup, de passer du physique au numérique. Et c'est très utilisé, notamment par Lego, qui faisait cette expérience aussi avec des catalogues. Aujourd'hui, Mathilde, tu nous parlais du coup des marques, et notamment de Conforama. Combien de marques sont affiliées à Pinterest ou sont sur Pinterest ? Est-ce que c'est une métrique que vous pouvez avoir ? Alors aujourd'hui, j'ai pas de chiffres précis à te donner, mais c'est des milliers et des milliers de marques aujourd'hui qui sont présentes sur Pinterest et qui ont bien compris l'intérêt de la plateforme, d'une part pour toucher une audience qui est en recherche d'inspiration. Et là où c'est intéressant pour une marque, c'est de finalement, elles sont pas on n'est pas sur quelque chose de disruptif. Quand un utilisateur vient sur Pinterest, il veut en fait voir du contenu inspirant et les marques ont des tonnes de contenu inspirant. Donc moi, si je recherche un canapé par exemple et que je vais voir un canapé qui je trouve joli
Et s'il vient de chez Maison du Monde, par exemple, je vais être très intéressée pour zoomer sur ce canapé parce qu'il rentre en fait finalement dans mes recherches. Et donc c'est pas du tout du contenu qui est disruptif. Donc les marques ont bien compris cet intérêt-là de toucher une audience qui est quand même très importante, très qualifiée, et derrière qui peut très facilement se rendre sur leur site e-commerce. Donc toujours cette logique de trafic qualifié sortant qui est quand même assez généreux sur Pinterest par rapport bien sûr aux autres plateformes. Alors du coup on les a évoqués de façon totalement disparate dans notre conversation, mais peut-être qu'on pourrait juste rappeler les KPI qu'il faudrait suivre lors d'une campagne. Oui, très bonne question. Alors, je pense que déjà, comme sur la plupart des plateformes, le premier KPI qu'on va suivre, sont les impressions. Donc ça, on va pouvoir voir sur son analytics sur Pinterest le nombre d'impressions qu'une épingle a récolté. Et puis après, par contre, sur la partie plus engagement, comme on n'est pas une plateforme sociale, l'engagement ne se mesure pas en nombre de likes ou de partages. On va avoir d'autres métriques. Donc le premier métrique d'engagement, je dirais que c'est ce qu'on appelle le close-up, c'est-à-dire lorsqu'on va faire un zoom en fait sur une épingle pour la voir en plein écran. C'est déjà une bonne démonstration d'un engagement et d'une démonstration d'intérêt de l'utilisateur. Et puis ensuite, on va avoir l'enregistrement de l'épingle dans un tableau. Donc lorsqu'on enregistre une épingle dans un tableau, c'est quand même hyper engageant. Et donc, c'est ce qu'on appelle les ripins. Et les marques vont beaucoup regarder quelles sont leurs épingles qui ont été les plus réépinglées. Et idem d'ailleurs, les créateurs de contenu, que ce soit des influenceurs ou des blogueurs. Et puis enfin, on va aussi avoir les commentaires et une fonctionnalité que j'adore et dont on ne parle pas assez, mais qui s'appelle le try. Le try, c'est génial. Donc en fait, sur une épingle, vous pourrez voir une petite icône photo. En fait, les utilisateurs ont la possibilité d'ajouter des photos pour montrer comment ils ont mis en pratique une épingle qu'ils ont pu voir. Donc je prends un exemple très concret. Une vidéo d'une recette de cuisine, par exemple de démotivateur food, vous allez voir que sur Pinterest, il y a des dizaines, voire des centaines de personnes qui vont s'amuser à tester cette recette dans la vraie vie, donc c'est bien notre mission. Et derrière, ils vont s'amuser à poster une photo de la réalisation de cette même recette sur Pinterest. Ça, c'est assez unique à Pinterest, et ça montre à quel point nos utilisateurs sont engagés et comment aussi Pinterest non seulement les inspire, mais les aide à passer à l'action, comme on le disait tout à l'heure. D'accord. C'est marrant parce que même dans les KPI, finalement, vous vous différenciez vraiment des autres plateformes. Mais attends, j'oublie, des moteurs de recherche. Et je voudrais juste terminer sur les KPIs pour dire que bien sûr, on va aussi bien sûr regarder tout ce qui est clic et tout ce qui est conversion. Donc ça, ce sont des informations que l'on peut avoir via l'analytics. Et pour ça, il faut bien sûr avoir un compte professionnel. D'accord. Et justement, aujourd'hui, si demain, je décide de me mettre sur Pinterest, si je suis une marque, quels sont les bons conseils à donner? Quels sont pour réussir et pour se démarquer un petit peu? Ouais. Alors déjà, premièrement, il faut se créer un compte business ou un compte professionnel. Ça va permettre à la marque ou au créateur de contenu d'avoir accès à la plateforme des analytics. Donc tous les KPI que je viens de vous citer, ils vont pouvoir les suivre sur cette plateforme. Donc ça, c'est le premier pas. Ensuite, vérifier son nom de domaine. Donc ça va permettre en fait à une marque de savoir exactement combien d'utilisateurs sauvent du contenu de cette marque sur Pinterest et donc derrière de pouvoir mesurer le nombre de visiteurs mensuels uniques que vous avez sur Pinterest. Après, en termes de bonnes pratiques créatives, Pinterest c'est avant tout une application mobile. 80% de nos utilisateurs utilisent Pinterest sur mobile. Donc, on conseille aux créateurs de contenu d'utiliser du format vertical. D'accord. On leur conseille aussi d'avoir vraiment des images très engageantes. Donc, ça veut dire une description et un titre clair de l'épingle, mais aussi pas hésiter à utiliser la surimpression, le texte en surimpression, sur l'épingle pour rendre l'épingle encore plus engageante. Donc, typiquement, j'ai fait
je suis un blogueur voyage, je montre une photo d'un superbe village en Italie, plutôt que juste montrer cette superbe photo, les blogueurs voyage vont avoir tendance à écrire 5 destinations où aller en Italie directement sur la photo. Et ça rend super bien et ça permet de renseigner l'utilisateur du type de contenu qu'il va pouvoir découvrir derrière cette épingle. Un autre conseil aussi, c'est bien sûr si vous avez un site, que ce soit un blog, un site e-commerce, etc., d'avoir une stratégie très délibérée sur votre site pour mettre en avant les outils Pinterest. Donc on parle de stratégie de domaine, ça veut dire quoi ? Ça veut dire intégrer le bouton Pinterest sur le site pour permettre aux visiteurs de votre site de sauver directement depuis votre site vos images ou vos vidéos et de les importer sur Pinterest. Et puis bien sûr, si vous avez un site marchand, insérez le tag Pinterest sur votre plateforme. Ça vous permettra de mesurer vos conversions et aussi même de faire du retargeting très facilement sur Pinterest. Et puis importer aussi votre catalogue produit pour demain pouvoir créer des épingles produits sur la plateforme. Donc tout ce que je viens de dire, de toute façon, vous pourrez tout retrouver sur le site business de Pinterest où toutes ces best practices sont décrites en détail. Et la vidéo qui existe sur Pinterest, est-ce que c'est un format qui fonctionne bien, peut-être mieux que la photo ? Est-ce que Alors la vidéo, effectivement, c'est un format qui se développe de plus en plus sur Pinterest. On a pu d'ailleurs voir dernièrement que les recherches de vidéos inspirantes sur Pinterest avaient augmenté de plus de 30% sur la plateforme. Aujourd'hui, ce format, c'est normal, finalement, il se développe de plus en plus parce que les utilisateurs sont de plus en plus en demande de ce type de contenu et les créateurs aussi produisent de plus en plus de vidéos. Maintenant, on est toujours dans une logique visuel. Donc il y aura toujours des images sur Pinterest et il y aura de plus en plus de vidéos et effectivement ce format va être amené à se développer, mais on ne va pas devenir une plateforme 100% vidéo. D'accord. Alors, on a beaucoup parlé des marques, on a un peu parlé des influenceurs. Vous avez fait un petit déjeuner avec la team Reach, plateforme d'influence, sur ce que les marques peuvent attendre de Pinterest. Mais je sais de sources sûres que vous avez également parlé d'influence. Comment vous vous positionnez par rapport à l'influence et aux influenceurs ? Sur Pinterest, finalement, à quoi ressemble l'influence ? Oui, donc effectivement, Reach est un partenaire de Pinterest depuis assez récemment. Reach s'est connecté en fait à l'API créateur de Pinterest, donc désormais leur technologie permet d'identifier tous les créateurs de contenu sur Pinterest. Donc c'est effectivement quelque chose d'intéressant pour les marques qui souhaiteraient collaborer avec des créateurs de contenu sur Pinterest. Tout le monde peut avoir accès sur demande à l'API ? Alors non, tout le monde ne peut pas avoir accès sur demande à l'API. Ce sont des partenaires qui sont choisis et sélectionnés après avoir... je la referai. Ce sont des partenaires qui sont sélectionnés de façon méticuleuse, j'ai envie de dire, et avec lesquels on a aussi surtout une vision qui est partagée de ce qu'est un créateur de contenu. Et donc pour répondre à ta question, sur Pinterest, on va plus parler donc de créateurs de contenu plutôt que d'influenceurs. C'est vraiment le contenu qui compte avant toute chose. Donc aujourd'hui, un créateur de contenu sur Pinterest, c'est une personne qui sait quel contenu fonctionne sur la plateforme, il sait comment les utilisateurs l'utilisent, donc ils ont une vraie expertise en termes de créativité et de contenu, et ils ont aussi souvent une expertise sectorielle, donc ça va être des experts food, des experts DIY ou des experts beauté. Et aujourd'hui, on a vraiment des milliers de créateurs de contenu individuels sur Pinterest, que ce soit des blogueurs ou des influenceurs qui ont aussi une présence sur d'autres plateformes sociales. Mathilde, l'influence est aujourd'hui incontournable, presque indispensable dans les stratégies marketing des marques. Sur Pinterest, à quoi ressemble l'influence ? Qui sont les influenceurs de Pinterest ? Et est-ce que tu as des success stories un petit peu à nous raconter sur certains influenceurs issus de Pinterest ? Oui, alors à quoi ressemble l'influence sur Pinterest ? Donc déjà, pour commencer, sur Pinterest, on va parler plutôt de créateurs de contenu plutôt que d'influenceurs parce que c'est avant tout le contenu
qui prime sur Pinterest. Nos utilisateurs recherchent du contenu avant toute chose et avant une personne. On ne va pas spontanément rechercher des influenceurs dans la barre de recherche de Pinterest, mais par contre on va découvrir tout le temps des contenus super inspirants qui ont été créés par des créateurs de contenu, et il y en a vraiment des milliers aujourd'hui sur Pinterest. Ils savent quel type de contenu résonne avec nos utilisateurs, et souvent ils sont experts d'un sujet. Donc on a beaucoup d'experts food, d'experts DIY, d'experts beauté. Donc tout à l'heure j'ai cité KVMRC qui est un blogueur voyage. J'ai cité aussi Séva et Clémence qui est une créatrice DIY. On en a évidemment plein d'autres. J'aimerais aussi citer les Tribulations de Marie. Alors, ce sont des créateurs qui ne sont pas forcément connus sur d'autres plateformes, mais par exemple, les Tribulations de Marie, donc elle fait en fait, c'est une spécialiste de tout ce qui est aquarelle. Et aujourd'hui, elle a un blog sur lequel elle propose des cours pour justement s'initier à l'aquarelle. L'aquarelle, c'est un truc énorme sur Pinterest, enfin, vraiment c'est assez impressionnant. Et grâce à Pinterest, justement, elle arrive à générer un trafic très conséquent sur son blog. Je crois que Pinterest représente au moins la moitié du trafic sur son blog, et elle monétise ce trafic parce qu'en fait, ses cours, elle les vend. Et aujourd'hui, grâce à Pinterest, c'est ce qu'elle nous expliquait, c'est comme ça finalement qu'elle arrive à monétiser de façon très efficace son blog sur la plateforme. Elle a aussi des opportunités derrière pour collaborer avec des marques, parce qu'elle a justement un blog qui est assez important grâce en partie à Pinterest. Donc aujourd'hui, les marques qui souhaitent avoir une stratégie d'influence sur Pinterest, nous, ce qu'on leur recommande, c'est justement d'identifier ces créateurs de contenu qui savent comment parler aux utilisateurs sur Pinterest et qui ont cette expertise sectorielle sur la plateforme. Donc, pour vous donner un exemple de campagne d'influence qui a pu se dérouler sur Pinterest, il y a Picard qui avait fait une campagne de Noël parce qu'ils souhaitaient présenter leur nouvelle collection de recettes pour Noël. Ils se sont associés à 4 influenceurs sur Pinterest autour d'un jeu concours. Donc il y avait Azid qui avait créé des épingles autour de sa manucure rayée qui allait super bien avec la bûche. On avait Jésus Sauvage qui avait créé une décoration de table de Noël, et Picard derrière a eu un engagement ultra conséquent autour de ce jeu concours, avec de mémoire un trafic qui a été multiplié par 4 vers leur site, et un nombre d'impressions sur Pinterest qui a été multiplié par 7. Donc ça, c'était une campagne purement organique. Ensuite, nous, on recommande aussi aux marques, quand elles s'associent à des créateurs de contenu, de mettre aussi un peu de médias et un peu de paid pour sponsoriser des épingles et s'assurer de la distribution du contenu du créateur, et de pouvoir cibler aussi d'autres audiences au-delà de l'audience du créateur de contenu. Non, j'allais dire, c'est super intéressant, notamment le point sur le fait que Pinterest, en fait, vous soyez vecteur d'audience pour des blogs, puisqu'on l'a vu en début d'année, il y a Hello Coton qui a arrêté sa plateforme justement d'agrégation de contenu des blogueurs, et les blogueurs souvent souffrent d'une audience moindre sur leur blog. Donc le fait que Pinterest leur amène une nouvelle audience ou une audience, c'est un super bon point pour eux, en fait, pour développer l'audience d'un blog. Oui, alors c'est clair. Enfin, je pense que si aujourd'hui vous avez un blog, vous devez être sur Pinterest, parce que c'est un moyen extrêmement simple et gratuit au demeurant de générer du trafic vers un blog. Et en fait, ça va au-delà du blog, parce que si vous êtes Instagrammeur ou si vous êtes YouTubeur, vous pouvez aussi très bien mettre votre contenu sur Pinterest et permettre à une audience qui vous connaissez pas forcément découvrir votre contenu, et puis derrière potentiellement d'aller visiter votre compte YouTube ou votre compte Instagram, et donc vous allez pouvoir gagner en abonnés, gagner en visibilité grâce aussi à Pinterest. Super intéressant. Qui dit stratégie d'influence et influenceur dit également plateforme d'influence. Vous avez récemment scellé un petit partenariat, une collaboration avec Reach. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, donc Reach, qui est donc une plateforme et une agence d'influence qui a une technologie qui a... Je vais le reprendre. Donc effectivement, on a fait aujourd'hui, Reach est un nouveau partenaire de Pinterest. Donc ils ont accès à l'API créateur de Pinterest, et ils ont pu l'intégrer du coup à
à leur propre plateforme. Ça leur permet aujourd'hui d'identifier tous les créateurs de contenu qui existent sur Pinterest et de pouvoir proposer aux marques qui souhaitent collaborer avec des créateurs de contenu sur Pinterest, bien de leur proposer des profils qui sont pertinents et qui vont répondre à leurs besoins sur la plateforme. Donc nous, on est très content de ce premier partenariat en France avec une plateforme d'influence. On aura d'autres partenariats qui vont suivre. L'idée, c'est vraiment faciliter la possibilité pour les marques de collaborer avec des créateurs de contenu sur Pinterest parce qu'il y a évidemment des opportunités qui sont très intéressantes et en plus, c'est une façon pour nous d'aider les créateurs de contenu à mieux monétiser leur présence sur la plateforme. Et c'est bon. Et j'ai juste une question par rapport au paid. Qui dit Pinterest pour moi dit organique. Du coup, quelle relation ont les annonceurs entre des stratégies qui pourraient se faire de façon totalement organique et ce qui est encore, ce qui est extrêmement rare maintenant sur les autres plateformes et le paid sur Pinterest? Ouais, alors effectivement, Pinterest est une plateforme qui est encore très généreuse d'un point de vue organique. Donc aujourd'hui, on a, je dirais, une relation qui est assez vertueuse entre l'organique et le paid. La plupart des marques sur la plateforme ont d'abord développé une présence organique et depuis novembre de l'année 2018, on a donc ouvert la plateforme publicitaire en France, puis au reste de l'Europe depuis mars-avril. Donc aujourd'hui, les marques de plus en plus adoptent en plus une stratégie paid sur Pinterest. On a plein de formats différents, de l'épingle sponsorisée classique à des formats vidéo assez immersifs et sympas. Et on a des cas de réussite très intéressants, que ce soit avec Petit Bateau, Guerlain et d'autres annonceurs encore qui comprennent l'intérêt d'associer à une stratégie organique, une stratégie paid qui va leur permettre d'amplifier leur message, de toucher d'autres audiences et c'est une audience conséquente, donc ils ont intérêt à mettre aussi un peu de paid dans leur stratégie sur Pinterest. Sur Pinterest. Et quel est le futur de Pinterest? Quels sont là vos prochains projets à venir? Si vous aviez une grande actualité demain par exemple, si vous aviez une grande actualité à nous annoncer. Oui, tout à l'heure je parlais un petit peu des grandes catégories, celles qui sont les plus populaires sur Pinterest, et on regarde évidemment chaque année les grandes tendances sur Pinterest, et dans ce cadre-là on sort tous les ans ce qu'on appelle le Pinterest 100. Et donc demain justement on va sortir le nouveau Pinterest 100 qui décrypte un petit peu les grandes tendances qu'on a pu observer durant l'année sur Pinterest. Donc pour cela on va regarder en fait l'évolution des principales recherches faites sur la plateforme, et cette année c'est un format un petit peu innovant. On sort un mini-site donc, que je vous invite évidemment à consulter, et qui détecte un peu 10 grandes tendances sociétales qu'on a pu observer sur la plateforme, et au sein de chacune de ces tendances 10 insights qu'on va un petit peu développer. Donc c'est une super source d'inspiration pour les utilisateurs qui adorent ce contenu, mais c'est aussi très utilisé par les marques et très utilisé par les créateurs de contenu. Ça va les aider dans leur stratégie marketing ou même dans leur stratégie de développement de produits. Donc voilà, ça c'est l'actu, j'ai envie de dire, immédiate de Pinterest. C'est cette sortie du Pinterest 100 demain. D'accord. Super, et vous retrouverez le lien dans l'article de ce podcast. Parfait. Merci beaucoup Mathilde d'avoir répondu à nos questions. Merci un grand merci pour votre accueil et pour cet échange. Ouais, c'était un vrai plaisir, merci beaucoup. C'était un plaisir également. Merci. Merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à noter le podcast sur les plateformes SoundCloud et iTunes, et à nous rejoindre avec Soraya sur les plateformes d'Influence Magazine et de l'agence Papagayo Communication.